L'attaque de Pearl Harbor, le 8 décembre 1941, marque l'entrée du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Une attaque surprise, sans déclaration de guerre préalable, qui aura des conséquences particulières pour les Japonais ayant depuis des décennies quitté leur pays d'origine. Des porte-avions japonais, les bombardiers et les chasseurs ont fait leur vol. La flotte du Pacifique des États-Unis, dans sa presque totalité, était mouillée dans la rade de Pearl Harbor, où elle se croyait en parfaite sûreté. Bientôt, sous les bombes, hangars et docks prenaient feu. Les aérodromes de Wheeler et de Ford étaient écrasés. Et plusieurs des plus fortes unités américaines, des cuirassés de la classe du California, du Maryland, de l'Utah et de l'Arizona, étaient envoyés par le fond. Les Japonais installés en Nouvelle-Calédonie allaient eux aussi être pris dans la tourmente de la guerre. À partir de 1892, les immigrants nippons arrivent sous contrat pour travailler sur les mines de nickel qui manquent de main-d'œuvre. Ils prennent la suite des Chinois, Tonkinois, Javanais ou Néo-Hébridais qui avaient jusqu'alors remplacé la main-d'œuvre gratuite de l'administration pénitentiaire. La société Le Nickel fera venir le premier convoi de 599 travailleurs sans consulter les autorités de l'île. Pendant les 27 années suivantes, ils seront près de 7000 à suivre cette filière. Petit à petit, ceux qui ont choisi de rester vont s'intégrer à la société calédonienne et prendre une part active au développement du pays. Commerçants, artisans, agriculteurs à Nouméa, la capitale de l'île, ou en Brousse, les familles japonaises vont se construire une nouvelle vie. De leur côté, les célibataires vont se marier ou vivre en concubinage, créant des métissages avec toutes les ethnies du pays. En 1941, les Japonais de Nouvelle-Calédonie sont installés, noyés dans la population de l'île. Ils forment une communauté active et solidaire. Une intégration réussie qui aurait pu perdurer, mais l'histoire des nations va en décider autrement. Saburo Watanabe est né en 1890. Au mois de mai 1914, il part en Nouvelle-Calédonie pour travailler à la mine avec un contrat de 5 ans. À l'issue de son contrat, il ouvre un petit commerce en brousse dans le village de Thio. À 74 ans, sa fille se souvient de cette enfance calédonienne. Je suis née à Thio Mission en 1934. Je suis allée pendant 1 an à l'école, puis la guerre est arrivée. Mon père a pu faire des économies avec son travail à la mine. Depuis qu'il était jeune, il voulait ouvrir un commerce. Alors c'est ce qu'il a fait. Ce magasin est devenu un lieu de rencontre et d'échange. On y venait pour jouer aux cartes ou pour parier. Je pense qu'il a dû gagner pas mal d'argent à cette époque. Je me souviens, je devais avoir 4 ou 5 ans
Il avait organisé un grand bal, une grande fête pour l'agrandissement du magasin. Je me souviens avoir dansé avec mon père. Il me faisait danser en me tenant par la main. Quand quelqu'un était malade ou qu'il y avait un décès, tout le monde était solidaire. Tout le monde venait aider. Quand il fallait organiser des funérailles, les gens savaient travailler le bois et graver la pierre pour inscrire le nom du défunt. C'étaient de bons artisans. Il y avait beaucoup d'entraide entre les Japonais. Tio est un village qui vit de la mine. Les Japonais étaient nombreux dans la région, comme en témoigne encore aujourd'hui le cimetière communal. Au moment de Pearl Harbor, j'étais trop petite. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais un jour, un gendarme, ou plutôt un soldat, oui, un soldat, c'était la première fois que j'en voyais un, est venu chez nous. Et mon père a été arrêté. Nous étions surpris. Nous avons pleuré et crié pour que notre père reste avec nous. Saburo Watanabe est transporté à Nouméa. Sa famille le rejoindra bientôt. Interné dans un premier temps à Tio, avec sa maman et sa sœur en bas âge, Miyoko se souvient du voyage en jeep pour rejoindre la capitale. Quand je me retournais vers l'arrière de la voiture, ma sœur était malade. Ma mère pleurait et disait « Mon enfant va mourir, mon bébé va mourir ». Ça me faisait beaucoup de peine de voir ma mère dans cet état. Et puis on est arrivé à Nouméa. Le Nouméa où la famille Watanabe va se retrouver n'est plus celui accueillant qu'ils avaient connu il y a quelques années. L'ambiance est à la suspicion. Depuis le 19 décembre 1940, la Nouvelle-Calédonie a rallié la France libre du général de Gaulle. L'attaque de Pearl Harbor réveille les sentiments xénophobes dont la presse locale se fait l'écho. La rumeur enfle sur les espions japonais intégrés à tous les niveaux de la société calédonienne, informant l'Empire sur la géographie des lieux pour une future invasion. Les faits sont bien réels. Mais combien de Japonais sont véritablement concernés? Le maraîcher de brousse, le petit commerçant de la ville, le mineur, tous deviennent suspects. Et à quelques exceptions près, tous seront arrêtés et internés à Nouméa. Pour les familles d'origine japonaise, l'arrestation concerne tous les membres. Pour les familles mixtes, seuls les pères ressortissants japonais sont arrêtés. Les biens matériels sont mis sous séquestre et seront revendus plus tard aux enchères. Dans le Bulletin du commerce, journal local, on peut lire « Quelques heures après l'annonce officielle de la sauvage et lâche attaque japonaise contre Honolulu et Pearl Harbor, le général de Gaulle, chef de la France libre, déclarait la guerre à l'Empire du Soleil levant. À Nouméa, les mesures qui s'imposent dans ces cas furent aussitôt prises. » La population a montré en cette occasion beaucoup de calme, comme le lui avait demandé le gouverneur. Nous l'en félicitons, car leur calme et leur discipline font honneur à notre petit pays.
Bonjour, vous devez nous suivre. Nous avons ordre de vous conduire au commissariat. Qu'est-ce qui se passe? Ne discutez pas. Vous aurez les explications du commissaire en personne. Allez, suivez-nous. Papa, il a été ramassé quand j'étais à l'école. Moi, je n'ai pas assisté quand c'était pour mon père, je n'ai pas vu. Mais je sais, j'ai vu un autre vieux japonais qui était gardien chez M. Tonnelier. Alors, ils sont venus. Et puis, un policier qui ne pouvait pas nous voir, parce qu'on ne le recevait plus chez nous. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ce pauvre vieux, allez, monte. Puis le pauvre vieux, il a dit, et je voudrais aller chez moi chercher mon linge. Non, allez, monte. Comme ça. C'est le moment avec mon petit frère. Ici, c'est moi, ici, c'est papa, ici, c'est ma sœur. Ça, c'est un flamboyant qu'il y avait là. Et voilà mon père. Le grand-père japonais a connu ma grand-mère qui habitait déjà ici à cette propriété parce que ça lui appartenait de son premier mariage. Et ils ont vécu ensemble dans les années 20, je pense, à partir des années 20. Et la maison était un petit peu à côté, là. Et le grand-père venait d'Okinawa. Ici, dans ce coin de Pouillou, qu'on appelle, il y avait la famille, notre famille qui habitait un peu plus loin là. Et ici, c'est la famille Tidada. Et de l'autre côté, c'est la famille Pouillou. Ça s'appelle Pouillou, exactement comme le nom du... C'était le chef, c'était les responsables. Mais les Tidada, là, ils étaient tout près de chez nous. On a toujours été vraiment amis, copains. On jouait ensemble d'ailleurs quand on était enfants. Mais les parents se fréquentaient pour faire les champs, pour aller à la pêche et tout ça. Alors celle-là, c'est ma mère. Donc c'est celle qui a vu partir mon grand-père, celle qui m'a raconté. Donc ma mère, elle est là, ici. Là. Voilà. Maman, elle m'a raconté que le jour, quand ils sont venus chercher mon grand-père, ça devait être vers le matin par là. Oui, c'est le matin. Et ma grand-mère n'était pas là, elle était partie à Tiwaka faire des courses. Oui. Et mon grand-père a dit à ma mère, voilà, on vient me chercher, et tu vas dire à tout le monde, à tous les enfants qui étaient là, parce que je ne sais pas quand je reviendrai. Et je ne sais pas si je reviendrai un jour. Et tout le monde l'a accompagné. Hein. Il y a beaucoup qui l'ont accompagné d'ici, là. Parce qu'on montait à pic, là, pour monter sur la route. C'était... Et donc, de temps en temps, grand-père se retournait hein, pour faire des petits saluts à tout le monde qui pleurait. Tout le monde qui pleurait à cette époque. Quand ils ont été ramassés, ils ont ramassé tous ceux de Brousse. Hein? Et après, ils ont ramassé tous ceux, les commerçants, les coiffeurs, les tailleurs. Il y en avait des tailleurs. Entrez. Monsieur le commissaire. Approchez. Monsieur,
Depuis ce jour, 0 heure, la France est en état de guerre contre le Japon. Nous avons ordre de procéder immédiatement à l'arrestation de tous les Japonais résidant sur le territoire. Mais enfin, monsieur le commissaire, vous me connaissez? Je suis pas militaire. Je suis commerçant. Tous les Japonais arrêtés seront emprisonnés à Nouméa, puis envoyés dans un camp en Australie. Mais c'est absurde. Ma famille, ma boutique, ma maison. Je peux pas tout laisser comme ça. Les bagages autorisés sont limités à 15 kilos par personne. Voilà. Pour votre famille... Je refuse, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit. Mon vieux, il va falloir employer un autre ton avec nous. Tu la ramènes un peu trop. Tu vois, moi je vous aurais tous passé par les armes. C'est comme ça la guerre, avec les traîtres. Traître? Quel traître? Ça suffit comme ça, embarquez-le. Mon père est arrivé en Calédonie avec un contrat de 5 années pour travailler dans le nickel. Après ces 5 années, qui a été vraiment un travail pénible, laborieux, et il a quitté la société et il s'est installé à Nouméa avec deux autres Japonais. Ils ont loué un terrain du côté de Robinson et ils faisaient des légumes qu'ils descendaient 2 fois par semaine à Nouméa avec la voiture à cheval. Et quand la mine des Japonais à Goro s'est ouverte, naturellement, tous ceux qui avaient des petits boulots laborieux, jardiniers, n'importe quoi, ils ont tous quitté leur travail pour partir à Goro. Et comme mon père était un bon cuisinier, donc il a pris ce travail, on lui a donné ce travail pour la cuisine uniquement pour les Japonais. Mon père, bien sûr, a été interné à Nouville et j'ignorais totalement ce qu'il était devenu. Notre père nous a envoyé une lettre avant de partir pour l'Australie et cette lettre nous disant voilà, demain je vais partir pour une destination inconnue, donc je regrette de ne pas vous avoir revu avant mon départ, mais je sais que la chose était très difficile. J'espère qu'on se reverra après la guerre. Peut-être que je serai toujours vivant et je suis sûr qu'on se rencontrera à ce moment-là. Et je vous souhaite surtout une belle vie, une bonne vie, travaillez bien et on se reverra un jour. Voilà. Ils seront plus d'1 millier à tout laisser derrière eux, sans savoir ce qu'ils allaient devenir. Entre décembre 1941 et mai 1942, 4 convois les transporteront vers l'Australie. Le premier de ces convois se fera à bord du Cap des Palmes, unité de défense navale de la France libre, qui embarquera 300 d'entre eux. Trois jours de traversée entre Nouméa et Sydney, dans des conditions éprouvantes, surtout pour les familles avec enfants. Dès l'arrivée, c'est la répartition dans les camps prévus pour les accueillir. Ces camps sont tous situés à l'intérieur des terres, dans le bush australien. Ils y seront internés avec les Japonais d'Australie
ou d'autres îles du Pacifique Sud, et les Allemands et les Italiens qui subissent le même sort. Loin de tout, c'est une autre vie qui commence. Je m'appelle Yuriko Nagata. J'enseigne le japonais à l'université de Queensland, à Brisbane. Mes recherches portent sur l'histoire des immigrants japonais dans ce pays, mais aussi dans les autres régions du Pacifique. Les Japonais ont été internés dans 3 endroits différents. À Loveday, un village près de la petite ville de Barmera, en Australie méridionale. Un autre était situé à Hay, en Nouvelle-Galles du Sud, au milieu du désert. Ces 2 camps, Loveday et Hay, accueillirent les hommes. Uniquement les hommes arrivés sans famille. Et il y avait un autre camp, le camp d'internement de Tatura, qui était situé dans le Victoria, à 150 km environ au nord de Melbourne, où les familles et les femmes seules furent internées. En arrivant, nous étions rassurés d'avoir 3 repas par jour. Pour nous, les enfants, c'était comme le paradis. Mais les parents étaient tristes et se plaignaient. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre le japonais. J'avais 3 heures de cours par jour. C'est grâce à cela que j'ai pu parler japonais en rentrant au Japon. At Tatura camp, for example, there are many children, and they were usually born in Au camp de Tatura, par exemple, il y avait beaucoup d'enfants. Et pour la plupart, ils étaient nés en Australie, en Nouvelle-Calédonie ou en Indonésie. Quand la guerre a éclaté, ils ont vu évidemment l'arrestation de leurs parents, l'abandon de leur maison, les biens confisqués. Mais cette expérience, pour eux, était un peu comme une aventure. Et malgré le fait de savoir que leurs parents étaient en difficulté, pour eux, c'était une nouvelle aventure, la découverte d'autres lieux. Ils n'étaient pas prisonniers. Ils étaient internés en tant que civils. Ils avaient donc la possibilité de travailler dans ces camps. Par exemple, à Loveday, ils étaient engagés pour couper du bois. Un autre travail consistait à cultiver la pyrétrine, une plante à fleurs qui servait à fabriquer de l'insecticide. C'était aussi un travail qui participait à l'industrie locale. Japanese internees also worked on poppy plants harvest. Les internés japonais travaillaient aussi dans les champs d'opium, qui étaient utilisés pour la morphine, indispensable au service médical de l'armée. Treatment of wounded soldiers and things like that. The treatment of internees by Australian authorities. Le traitement des internés par les autorités australiennes était très correct. Ils avaient assez à manger, des vêtements de base, des logements. Bien sûr, ce n'étaient pas des hôtels 5 étoiles, mais ils avaient des conditions de vie satisfaisantes. Ils cultivaient des légumes au camp pour leurs propres besoins. Mais par exemple, Loveday était une importante ferme. Ils produisaient des potirons et plein d'autres légumes qui étaient vendus aux Australiens.
D'après la Convention de Genève, les internés n'étaient pas obligés de travailler, mais s'ils voulaient travailler, ils étaient payés 1 shilling par jour dans la monnaie des camps. Et ils pouvaient dépenser cet argent au magasin du camp. Ceci est une pièce d'1 penny qui était spécialement émise par le gouvernement australien sous le contrôle de l'armée pour un usage réservé à l'intérieur des camps australiens. La production des camps était envoyée à Adélaïde et distribuée partout. Ce qui était impressionnant avec le camp, c'est qu'il y avait 500 hectares de cultures de légumes et plantations. Le colonel Dean était l'homme en charge du camp. C'était un grand commandant qui avait une vision intelligente de la situation. Ils ont été capables de cultiver cette région, d'être autosuffisants. Et c'était même le seul camp à être rentable. Max Scholz a passé son enfance à proximité du camp de Loveday. Il garde aujourd'hui précieusement ce souvenir au travers des objets, comme ces outils, retrouvés sur les sites d'internement. Ces sites sont tombés depuis en désuétude. Mais après tout, qui se soucierait de garder la trace de cette période de l'histoire ? La plus grande partie des terres où étaient basés ces camps fut revendue par le gouvernement aux habitants de la région après la guerre. On trouve encore au milieu des propriétés privées des vestiges de construction, comme cette fontaine, construite par les Japonais, ou une ancienne cheminée des fours à bois du camp. C'est dans ce cadre que 4 années de vie pour ces hommes et ces femmes vont se dérouler, jusqu'à ce qu'une grande nouvelle, le 15 août 1945, transforme à nouveau leur destin. Suite au bombardement par les Américains de Hiroshima et de Nagasaki, et face à l'invasion du Manchukuo par l'Union soviétique, l'empereur Hirohito est contraint d'accepter la défaite du Japon. Le 2 septembre, l'empereur signe sa reddition face au général MacArthur à bord du navire USS Missouri dans la baie de Tokyo. Dans les camps australiens, la nouvelle ne tardera pas à sceller le sort des internés. On the 15th of August, which was the Japanese surrender that day, le 15 août, le jour de la reddition du Japon, les commandants des camps appellent les responsables de groupes des internés et leur annoncent que le Japon a perdu la guerre et s'est rendu. Ils les envoient répandre la nouvelle auprès des autres. Si je me souviens bien, les soldats sont venus à la cantine, ont apporté une radio. Ils nous ont dit qu'il y avait une nouvelle importante et qu'il fallait tous se rassembler à la cantine. Nous avons écouté le discours de l'empereur, mais pour nous, les enfants, c'était difficile à comprendre. Mais on a compris l'essentiel. Les adultes, eux, comprenaient tout le discours. Certains pleuraient, d'autres se mettaient en colère en disant que ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas y croire. En tout cas, tout le monde était très désorienté. The camp authority announced that, repatriation will be taking place. Les autorités des camps annoncèrent que le rapatriement allait être mis en place pour le début de l'année suivante.
l'année 1946. Les Japonais ne voulaient pas retourner au Japon. Ils avaient de la famille qui les attendait en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres îles du Pacifique. Aussi, les 3 mois suivants furent très incertains et très difficiles pour les Japonais des camps. Après 2 ou 3 mois, nous savions que les Japonais d'Australie pouvaient rester en Australie. Ceux qui venaient de Nouvelle-Calédonie voulaient rentrer pour leur famille et ceux qu'ils avaient laissés sur place, mais ils ne pouvaient pas y retourner. Alors ils firent une pétition pour demander que leur retour soit possible. Mais malheureusement, des accords étaient déjà passés entre le gouvernement australien et les gouvernements français, allemands, etc. Et ils durent repartir au Japon, être de nouveau déportés en quelque sorte. En montant à bord des camions, puis des trains pour rejoindre Melbourne, les Japonais de Nouvelle-Calédonie espéraient encore qu'il puisse s'agir d'un malentendu, d'une erreur. Mais leurs espoirs furent de courte durée. Ils repartaient bien vers ce Japon qu'ils avaient quitté pour certains depuis 40 ans. Un Japon où ils n'étaient plus rien, comme étrangers dans leur pays d'origine. La page de leur vie en Nouvelle-Calédonie était en train de se tourner définitivement. Nous sommes partis en train de nuit. Peut-être les soldats ne voulaient-ils pas que l'on nous voie pour éviter les problèmes. Nous avons pris la direction de Melbourne. Puis, c'est le bateau, jusqu'au Japon. Et pour beaucoup, la prise de conscience de ce qu'avait pu être cette guerre. Quand nous sommes rentrés au Japon, ce qui nous a le plus impressionnés, c'était la neige. C'était la première fois que nous voyions la neige. Mais en atteignant Tokyo, nous avons vu pour la première fois que tout était dévasté. Nous étions impressionnés par les conduites d'eau éventrées. Il y avait de l'eau partout. Quand nous mangions des rations de biscuits de l'armée, il y avait beaucoup d'enfants affamés qui nous réclamaient à manger en nous tournant autour. Ils se sentaient sans doute plus calédoniens que japonais, surtout ceux qui étaient nés en Nouvelle-Calédonie. Et même les parents qui étaient japonais ne savaient plus vraiment à quoi ressemblait le Japon. Pour eux, ce Japon d'après-guerre, c'était leur première vision du pays. Ce fut un choc pour eux. La préfecture de Fukushima, à 200 km au nord-est de Tokyo, était une région minière.
une région industrielle où le charbon faisait vivre plusieurs villages. C'est d'un village voisin, pareil à celui-ci, que le père de Miyoko Watanabe partit en 1914 pour les mines de nickel de Nouvelle-Calédonie. Avec son neveu, Miyoko se souvient que c'est aussi dans un village comme celui-ci que son père est revenu chercher du travail en 1946. On évoque des souvenirs en croisant un ancien mineur du village. Il veut montrer à Miyoko l'entrée de l'ancienne mine, le passé actif de la région. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de cette époque. La jeunesse de Miyoko aura été ponctuée par toutes ces transitions forcées, ces ruptures et ces déchirements. À l'automne de sa vie, c'est la mémoire, et elle seule, qui permet de se raconter, de trouver sa place dans les tumultes de l'histoire vécue. Avant de repartir vers Tokyo, Miyoko rejoint sa sœur au cimetière où repose leur père. Elles ont toutes les deux cette histoire en commun. Notre père avait 58 ans, il ne pouvait plus travailler à l'intérieur de la mine. La limite d'âge était de 60 ans. Le seul travail pour lui, c'était de s'occuper des bains pour les mineurs qui sortaient de la mine. Quand il était plus jeune, il avait pu pratiquer des travaux difficiles. Mais au retour d'Australie, il était trop faible, trop fatigué. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions pas toujours de quoi manger. Pour rentrer en Nouvelle-Calédonie, on n'aurait jamais eu assez d'argent. De toute façon, mon père savait qu'il ne pouvait pas y retourner. Parfois, quand il n'y avait plus rien à manger, on se disait entre nous, en Nouvelle-Calédonie, au moins on aurait chaud et on aurait de quoi manger. Miyoko et Tomiko sont revenus bien des années plus tard en Nouvelle-Calédonie, de l'autre côté de cet océan Pacifique.
La volonté de garder vivante cette mémoire les a ramenés vers le village de Thiou, le village de leur naissance et de leur petite enfance. Le village où une petite sœur décédée dans sa première année est enterrée. Elles y ont aussi ramené leurs parents, en quelque sorte. Maman. Maman. Papa? Ah oui, papa. Maman. Maman. Papa mo maman mo. Je me suis dit que papa et maman auraient aimé revenir ici avec moi. J'ai donc emmené leurs photos avec moi. C'est la deuxième fois que je viens sur sa tombe. Comme elle est décédée toute petite, je lui ai apporté des moulins pour enfants et des fleurs. Miyoko et sa sœur se rappellent vaguement les lieux, les gens. Mais chaque instant passé dans le village ravive les souvenirs. Mon père, eh bien, je l'ai revu que 23 ans plus tard. Et bien sûr, il a été très heureux de me rencontrer, et moi-même. Il avait 83 ans quand je l'ai revu. Et nous sommes restés pendant 1 mois chez une cousine qu'il avait hébergée après la guerre, étant donné qu'il n'avait plus rien. Donc cette personne-là, c'était une cousine germaine qui l'a hébergée. Et les 2-3 premiers jours, il cherchait les mots enfoncés. Il se rappelait de bonjour, bonjour, merci, mais il voulait approfondir quand même la conversation. Et pendant 2-3 jours, ça a été assez laborieux. Mais par la suite, tout s'est déclenché. Il a reparlé son petit français, petit nègre, comme on peut dire. Et bien sûr, il comprenait très très bien. Il s'exprimait petit nègre, mais on le comprenait très bien. Et pendant 1 mois, nous avons vécu ensemble. Nous avons visité la grande ville de Kumamoto. Et ce mois a été vraiment pour moi, c'était une très grande chose. Il me disait, maintenant, non, je suis trop vieux, peut-être bientôt je vais mourir, alors c'est pas la peine que je reparte encore. Et je pense que ça, à mon avis, ça n'a pas été la raison. Je pense qu'il a été très déçu d'avoir été, après avoir passé 30 années en Nouvelle-Calédonie, d'avoir été expulsé. Et il s'est toujours demandé, mais pourquoi? J'étais un peu comme Calédonien, j'ai jamais commis de problème en Nouvelle-Calédonie, j'ai une famille, 4 enfants. Et le malheur, c'est qu'après la guerre, qu'il n'ait pas envoyé les Japonais qui avaient de la famille. Donc ça a été une décision du gouvernement français qui a dit plus de Japonais en Calédonie, et ça a été la raison pour laquelle les Japonais ne sont pas revenus. Quelques-uns sont quand même revenus, quelques-uns, mais ils n'étaient pas nombreux. On n'a jamais su ce qu'il est devenu. Ma grand-mère nous a dit « Oh, il est parti, il était déjà âgé. Jamais vous allez revoir votre grand-père et vous ne saurez jamais rien de votre grand-père parce qu'il a dû mourir. » Je ne sais pas pourquoi elle s'était mis ça dans la tête. Il a dû mourir entre l'Australie, vous savez qu'ils étaient en Australie, de l'Australie et à Tokyo.
au Japon. Il a dû mourir entre eux, dont on n'aura jamais de nouvelles. Je ne sais pas pourquoi elle s'était mise ça dans la tête. Il voulait venir, mais quand il a voulu venir, j'avais été voir M. Chambrener. C'est lui qui s'occupait de la panéa. Et il fallait que des dollars. Mais je ne sais pas travailler avec les dollars, moi. Alors, c'est tombé à l'eau. La mémoire de ses pères disparus se retrouve aujourd'hui dans quelques images jaunies, dans le souvenir d'une anecdote ou d'une musique. Pour Yolande Takamune, qui ne parle pas le japonais, c'est la mélodie et les paroles de l'hymne national que lui chantait son père. C'est une histoire, l'histoire, les Japonais, comme les Indonésiens, comme les Vietnamiens. Ce sont des populations qui ont fait également la Nouvelle-Calédonie. Et la Calédonie, elle est faite de toutes ces ethnies qui vivent aujourd'hui dans ce petit pays qui est merveilleux. Et je souhaite que les futures générations en soient aussi heureuses que je l'ai été moi-même. Le petit Dédé Naka, comme il se surnomme lui-même, a une position singulière au cœur de cette histoire. Trait d'union entre les deux pays qui se sont opposés par le passé, il est nommé consul général honoraire du Japon en Nouvelle-Calédonie en 1984 et sera décoré en 1994 par l'empereur du Japon de l'ordre du Trésor sacré. En 2006, la France le décore à son tour de la Légion d'honneur. Quels que soient les destins de ces familles de descendants japonais, qu'elles aient ou non réussi à reprendre contact avec ceux qui furent déportés, elles ont aujourd'hui en commun la volonté de savoir, de comprendre ce passé. Ces descendants sont nombreux en Nouvelle-Calédonie qui découvrent aujourd'hui leur origine japonaise, mémoire enfouie avec la volonté d'effacer cette histoire douloureuse. Comme tant d'autres, ces familles ont subi l'histoire des nations et des guerres, des séparations et des disparitions. Mais rien de ce qu'elles ont vécu n'est pour autant tombé dans l'oubli.